Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et de Check First, avec Guillaume Custer et Sophie Bonnevielle-Chénaud. Odile, le podcast est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Odile, le podcast, où nous parlerons de vérification des faits sanitaires, particulièrement dans le contexte actuel de l'épidémie de Mpox. Avec cette épidémie survient malheureusement encore une fois, comme pour d'autres, l'infodémie et son avalanche de fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux. Avec moi pour animer le podcast, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et notre invité aujourd'hui sera le docteur MS Nkawa, qui a deux casquettes. Elle est médecin épidémiologiste, mais aussi fact-checkeuse et présidente de l'ONG Yoeda, basée au Cameroun. Et Yoeda fait partie de notre réseau d'initiatives francophones de lutte contre les désordres de l'information. Elle promeut les sciences, les technologies et la formation pour mobiliser les jeunes et améliorer la santé et le développement en Afrique. Et notablement, Yoeda a été distinguée et fait partie des lauréats du dernier appel à projet 2024 de l'OIF, jumelage entre initiatives francophones de lutte contre les désordres de l'information, avec notamment l'agence Science Presse au Canada. Mpox nous rappelle l'épisode de Covid-19 parce que déjà il y a ce sentiment partagé de peur, vu que beaucoup de personnes ne connaissent pas la maladie et les photos sont souvent très difficiles à gérer. Donc du coup, il y a vraiment ce sentiment de peur. Nous entendrons évidemment l'intégralité de cet entretien avec le docteur Nkawa, mais avant ça, quelques nouvelles du secteur de la lutte contre la désinformation. Et on commence par les honneurs reçus par le journaliste guinéen Fasseli Konaté. Il a été distingué journaliste du mois par l'International Journalism Network à Washington, et il s'agit là d'une vraie reconnaissance car l'organisation américaine ne choisit qu'un journaliste par mois dans le monde entier. Rares sont les francophones qui ont été sacrés. Fasseli Konaté est guinéen, il a grandi à Nzérékoré, à 2 heures de vol de la capitale Conakry, et il travaille dans le journalisme depuis une décennie. Il a par ailleurs reçu plusieurs prix pour son travail. En 2020, il a été finaliste du prix Guylaine Dupont et Claude Verlon de Radio France Internationale. Oui, on poursuit par cette bonne nouvelle pour toutes les actrices et les acteurs de la lutte contre la désinformation. L'Organisation internationale de la francophonie a lancé son 4e appel à projet pour les initiatives francophones. Alors, si vous avez une idée d'un projet collaboratif avec une autre, plusieurs autres organisations francophones, n'hésitez pas, soumettez votre candidature. Les lauréats pourront recevoir une subvention d'accompagnement jusqu'à 40 000 € pour leur projet. Les thématiques acceptées sont larges, elles vont de la vérification de faits à la mise en œuvre d'outils techniques. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 19 octobre prochain. Vous trouverez toutes les informations pour ce faire sur odile.org. Sur notre plateforme également, pour vous accompagner, une formation est disponible dans notre centre de ressources, la formation numéro 9. Comment répondre à un appel à projet ? Un signe maintenant que la désinformation préoccupe au plus haut des instances internationales. À l'ONU, le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, a utilisé des mots forts récemment, déclarant que le monde se dirige, si on y prend garde, vers un avenir dystopique fait d'escalade militaire, de répression et de désinformation. Fin de citation. Des mots prononcés le 9 septembre dernier lors de la 57e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Et par ailleurs, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a réalisé une campagne de visualisation de données sur le thème de la désinformation. Plus d'informations sur les réseaux sociaux d'Odile. Et enfin, on termine par un concours d'EMI, d'éducation aux médias et à l'information. Il s'appelle le concours Trop Mytho. Les jeunes de 11 à 25 ans sont invités à réaliser une vidéo ou un podcast. Le but, déconstruire une fausse nouvelle ou une théorie du complot. Le concours est ouvert jusqu'en mai prochain. L'opportunité est proposée par Lumière sur l'info. Cette association regroupe des journalistes français qui s'investissent dans l'éducation aux médias et à l'information. Bonjour MS Nkawa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Sophie, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. On l'a que trop vu durant la pandémie de Covid. Maladies inquiétantes et désinformations sont intimement liées. On a vu des centaines de théories du complot à propos de la Covid, allant d'une maladie fabriquée en laboratoire à un grand plan mondial de contrôle des populations. Alors, ce qu'on aimerait évoquer avec vous, c'est justement le fait qu'on commence à voir la même chose
à propos de la Mpox. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut rappeler, s'il vous plaît, ce qu'est la maladie et dans quelle région du monde elle est la plus répandue. Effectivement, nous faisons face actuellement à une épidémie de Mpox. La Mpox, en fait, c'est une zoonose, donc c'est une maladie infectieuse qui se transmet de l'animal à l'homme. Et actuellement, l'Afrique fait partie des continents les plus touchés. Nous avons déjà recensé des milliers de cas en Afrique et dans plusieurs régions de l'Afrique, notamment en Afrique centrale, en Afrique australe ou même en Afrique du Nord. Actuellement, au Cameroun, nous avons plus de 60 cas suspects notifiés depuis le début de l'année, même si on a 6 cas qui ont été confirmés et nous avons 2 décès déjà sur ces cas confirmés. La Mpox, c'est une maladie qui est provoquée par l'oncopox virus simiaire. C'est une infection virale qui peut se transmettre d'une personne à une autre. Elle peut également se transmettre de l'animal à l'homme ou bien de l'homme à l'animal. Vous avez plusieurs symptômes lorsque vous êtes atteint de Mpox, notamment le symptôme le plus connu est cette éruption cutanée. L'éruption cutanée qui va être sur le visage, principalement les paumes de main, la plante des pieds, les parties génitales, mais également sur d'autres parties du corps humain à l'intérieur, comme l'anus, le rectum, la bouche, la gorge. Vous avez également d'autres symptômes, comme la fièvre. Vous avez la douleur, l'éruption cutanée est souvent douloureuse. Et vous pouvez aussi avoir d'autres symptômes qui ressemblent à une infection liée au paludisme. Et dans des cas graves, vous pouvez avoir une atteinte généralisée avec des surinfections bactériennes de la peau, des infections pulmonaires et d'autres complications qui peuvent même aller jusqu'à des atteintes cérébrales, cardiaques, pulmonaires ou même encore oculaires. Alors c'est une maladie qui fait vraiment peur, hein. Vous venez d'écrire les symptômes, et quand la peur est là, généralement la désinformation n'est jamais très loin. Vous avez une double casquette, hein, à la fois de médecin et de fact-checkeuse. Quel type de désinformation vous voyez circuler autour de la Mpox? Effectivement, il y a énormément de fausses informations qui circulent autour de la Mpox. Depuis, déjà, il faut dire que c'est une maladie qui existe depuis, même s'il y a une flambée de cas depuis quelques mois. Il y a plusieurs informations qui ne sont pas forcément vérifiées que nous avons repérées. Nous allons énumérer avec vous quelques-unes. Premièrement, déjà, il faut dire que ici au Cameroun, il y avait des photos de cas de Mpox circulaires et qui ont été abondamment relayées à travers les groupes WhatsApp. Et c'était soi-disant dû à une contamination, un empoisonnement à la banane. Pourtant, c'était des photos où les patients présentaient des symptômes de Mpox. Donc, vous avez ce genre d'image qui est sortie de son contexte, dans une image hors contexte, avec un autre discours demandant aux populations de faire attention et de ne plus payer, puisque ici, chez nous, souvent, nous avons des vendeuses ambulantes au niveau des stationnements de voyage importants. Et il y avait justement ce discours qui demandait de ne plus payer, de ne plus acheter la banane qui est vendue lors des tronçons de voyage. Vous avez des cas comme cela. Vous avez également, pour ça revient à chaque fois, ça rappelle encore l'épisode de Covid, ces rumeurs qui disent que c'est une autre maladie qui est fabriquée par les Occidentaux, notamment les grands laboratoires pharmaceutiques pour exterminer la population en Afrique. Ça revient encore. Vous avez d'autres fake news qui circulent, comme quoi ce sont des maladies qui sont directement liées aux homosexuels. C'est une maladie qui existe parce que vous avez l'homosexualité et c'est une des conséquences graves de cette homosexualité-là. Oui, alors qu'il faut rappeler que les relations sexuelles, qu'elles soient d'ailleurs hétérosexuelles ou homosexuelles, ne sont qu'un seul des modes de transmission de la maladie, hein, puisque le fait d'être à proximité de quelqu'un qui est porteur de la maladie suffit. Exactement. En fait, la Mpox peut se transmettre de plusieurs façons, mais généralement, c'est par contact étroit. Donc, lorsque vous entrez en contact peau à peau avec une personne, donc par exemple le toucher, les relations sexuelles, ou bien le contact bouche à bouche ou bouche à peau dans les baisers, mais aussi juste le fait d'être à proximité d'une personne. Par exemple, parler ou respirer à côté d'une personne, vous pouvez entrer en contact avec des particules respiratoires
Et celles-ci, si elles sont contaminées, elles vont vous transmettre le virus. On peut aussi avoir la transmission de l'animal à l'être humain. Donc, si vous êtes un être humain bien portant et que vous entrez en contact avec un animal infecté, comme par exemple des espèces de singes ou bien des rongeurs, vous pouvez contracter le virus. C'est pour cela qu'on conseille vraiment d'éviter d'entrer en contact avec des animaux malades ou bien de très bien faire cuire la viande avant de la consommer. On a noté déjà avec la Covid, Ebola, que la désinformation sanitaire, elle peut avoir des conséquences dramatiques, parfois aller jusqu'au décès des patients, notamment en cas de prise de médicaments ou de substances qui ne correspondent pas au traitement de la dite maladie. Vous, est-ce que c'est des choses que vous voyez maintenant avec l'épidémie de Mpox, ce retour des conséquences dans la vraie vie, finalement, de la désinformation sanitaire? Oui, effectivement, Sophie, malheureusement, l'épisode de Mpox nous rappelle l'épisode de COVID-19 parce que déjà, il y a ce sentiment partagé de peur, vu que beaucoup de personnes ne connaissent pas la maladie et les photos sont souvent très difficiles à gérer. Donc, du coup, il y a vraiment ce sentiment de peur. Et un des premiers risques auxquels on fait face actuellement, c'est le rejet de l'autre. Le rejet parce que si vous avez, par exemple, une éruption cutanée, on va dire, ah tiens, c'est peut-être Mpox, non, tu vas nous contaminer. Et on assiste de plus en plus à des cas de discrimination, de rejet de personnes qui présentent des éruptions cutanées parce qu'elles sont tout de suite taxées de personnes malades et elles sont isolées parce que les autres ne veulent pas se faire contaminer. Ça, c'est déjà. Deuxièmement, il y a encore ce problème de rupture de confiance. Parce que lorsque vous avez une épidémie comme celle-là, il y a beaucoup de fake news qui circulent. Avec ces fake news, il y a la théorie du complot. Et très rapidement, vous avez beaucoup de personnes qui vont propager ces fausses informations. Et les personnes qui, même à la base, utilisaient normalement les lignes de santé ou bien faisaient confiance aux médias, vont remettre tout cela en question. Se dire, ah tiens, peut-être que c'est une autre astuce pour nous nuire, peut-être c'est une autre stratégie pour faire basculer le pouvoir ou bien pour tous nous faire vacciner et en nous faisant vacciner, c'est pour nous rendre stériles ou c'est pour nous exterminer ou bien c'est parce que nous sommes juste des cobayes ou voilà, il y a beaucoup d'argent qui circule et on veut tester. Donc, il y a énormément de conséquences qui suivent. Et malheureusement, le fait que on ait beaucoup de fake news autour de cette épidémie qui ont comme un des premiers moyens d'éradication la vaccination, ça repousse encore ça encourage les hésitations vaccinales. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on voit le détournement de l'information sanitaire à des fins politiques, que ce soit pour ostraciser des parties de la population, on a parlé des homosexuels, pour essayer de déstabiliser le pouvoir, etc. Est-ce que vous arrivez, dans vos activités de fact-checkeuse, à identifier les acteurs et leurs motivations? Dans notre contexte, très souvent, les informations sont partagées à travers les groupes WhatsApp. Et lorsque vous avez des photos, des messages qui circulent dans les groupes WhatsApp, très souvent, vous n'arrivez pas à remonter à la source, à la première personne qui a partagé l'information. Maintenant, sur les autres réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram, vous aurez souvent des personnes qui sont anti-vaccins connues, qui vont relayer beaucoup de fausses informations autour de ces différentes épidémies. Mais là, en fait, ça suit effectivement un narratif qui est déjà connu vis-à-vis de ces personnes. Maintenant, nous, au niveau de Yoeda, nous sommes en train actuellement d'écrire des articles justement pour faire la cartographie de ces différentes fake news et surtout remonter même à la source et aux principaux commanditaires et relayeurs de ces informations, de ces fausses informations autour de la vaccination, mais aussi aux questions liées à la santé. Vous en parliez à l'instant, WhatsApp est l'une des plateformes privilégiées, entre guillemets, de ceux qui propagent la désinformation sanitaire. Du coup, on peut se poser la question de comment les acteurs et les actrices de la lutte contre la désinformation, notamment les structures d'éducation aux médias et à l'information,
elles peuvent se saisir et utiliser ces mêmes plateformes pour, à contrario, passer des bons messages. Effectivement, c'est le travail qui doit être fait. Il y a vraiment besoin de mettre tout le monde à contribution, même les gouvernements. Est-ce que lorsque j'ai une information, est-ce que c'est vraiment une information qui est vraie? Est-ce que c'est une information qui est utile? Qui est en fait en train d'émettre l'information? Aussi rappeler l'importance de faire appel aux personnes qualifiées et aux sources crédibles. Et d'ailleurs, on a bénéficié d'un financement de l'Organisation internationale de la francophonie pour la mise en œuvre d'un projet avec l'Agence Science Presse du Canada et l'Association Journalisme et Citoyenneté en France pour faire des modules spécialisés pour la lutte contre la désinformation scientifique. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce projet, nous allons organiser le 18 octobre prochain une conférence internationale sur la lutte contre la désinformation scientifique. Autant des initiatives comme celle-là qui vont non seulement attirer l'attention du public sur les enjeux, mais aussi des différents acteurs et même aussi des influenceurs qui sont très souvent utilisés pour lier ces différentes informations qui ne sont pas toujours vérifiées. Alors justement, de l'efficacité de la lutte, vous avez parlé d'un besoin d'éducation aux médias, donné quelques exemples de lutte active contre la désinformation par des institutions, des initiatives. Qu'est-ce que vous avez vu en tant que médecin comme initiative de lutte contre la désinformation scientifique et sanitaire qui fonctionne? Personnellement, je crois réellement que communiquer, mettre à disposition de la population les bonnes informations à temps, ça réduit considérablement la désinformation. Il faut anticiper en faisant non seulement la promotion de la santé, la prévention de la maladie d'une part, mais aussi cette éducation aux médias à l'information dès l'école primaire. Comment est-ce qu'on renforce les capacités des professionnels même de santé? Comment est-ce que même les journalistes sont plus aptes à manipuler l'information scientifique? Et au lycée, il faut vraiment davantage investir dans ces secteurs-là. Est-ce que parmi les publics qu'il faut sensibiliser, former sur ces questions sanitaires, est-ce que finalement il n'y aurait pas les médecins eux-mêmes en faisant du renforcement de capacités directement auprès des médecins? Clairement, renforcer les capacités des professionnels de santé, pas seulement des médecins, mais les infirmiers, les aides-soignants, tous les autres professionnels, c'est extrêmement important pour lutter efficacement contre la désinformation. Déjà, premièrement, leur montrer leur place vraiment stratégique et d'impact dans ce travail de lutte-là. Deuxièmement, même renforcer les capacités à manipuler et à gérer les réseaux sociaux. Parce que vous avez souvent des professionnels de santé qui sont plus au niveau des formations sanitaires, mais aujourd'hui, vous avez une grosse partie de la désinformation qui se joue sur les réseaux sociaux. Donc, il faudrait en fait que ces professionnels de santé soient en même d'être à la fois dans les hôpitaux, les formations sanitaires, mais aussi sur les réseaux sociaux pour donner la bonne information et déjouer ces différentes fake news. Donc, c'est vraiment capital de pouvoir renforcer les capacités de ces personnels de santé, aussi de les soutenir. Il y a des réseaux comme ça qui existent. Il y a un réseau, par exemple, de l'OMS qui soutient les personnels de santé qui sont présents sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, il faudrait davantage de renforcer ce genre de programme. Est-ce que la coopération internationale entre les fact-checkers, les organisations d'éducation aux médias et les personnels de santé dont vous venez de parler sont des pistes à explorer, ou est-ce que ça existe déjà d'ailleurs, des collaborations par exemple entre la RDC, le Cameroun, d'autres pays? Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un projet avec l'Agence Science Presse du Canada, l'Association Journalisme et Citoyenneté en France. Vous avez aussi le mois prochain le sommet africain de fact-checking qui est organisé au Ghana par Africa Tech, qui va permettre que plusieurs acteurs du continent et même hors du continent se réunissent pour discuter des questions liées à des informations. Donc, il y a des initiatives comme celle-là qui existent déjà. Il y a plusieurs plateformes qui existent. Maintenant, l'idée, c'est de davantage renforcer cette coopération internationale-là en créant vraiment des réseaux encore plus puissants et en soutenant davantage les initiatives. Parce que lorsque vous avez les fake news, vous avez les personnes qui créent ces fake news-là, ce sont des personnes en fait qui sont outillées
et qui sont organisées. Et du coup, lorsque ces fake news sont produites, elles sont extrêmement partagées et très vite rendues virales. Il faudrait pouvoir donner la possibilité à ceux qui luttent contre cela à avoir également la même influence ou bien le même impact. Pour ça, il faut davantage soutenir les initiatives qui existent déjà, renforcer les réseaux et mener encore plus loin la question de la lutte contre la désinformation au niveau des grandes sphères de décision et même dans la prise et ramener vraiment ces questions au niveau aussi du débat public. Effectivement, merci beaucoup pour tous ces éléments. Emmett, vous avez bien décrit l'importance, et on l'a retenu, de la coopération tant au niveau international que régional. Et on ne manquera pas d'ailleurs de mettre dans les notes d'épisode toutes les ressources que vous avez citées. Merci beaucoup pour votre temps et très bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup Sophie, merci Guillaume, c'était un réel plaisir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile le podcast sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Et retrouvez toutes les actualités d'Odile sur le site odile.org, odil.org et sur X Odile Plateforme.